après-midi et nous allons désormais écouter une conférence d'Estelle Doudet. Alors Estelle Doudet nous vient de loin, puisqu'elle nous vient de l'université de Lausanne pour nous parler aujourd'hui de la farce. Estelle Doudet a été d'abord professeure à l'université de Grenoble et elle a consacré ses travaux à de très nombreux aspects de la vie littéraire du Moyen-Âge et de la Renaissance d'ailleurs. Elle a commencé par travailler sur un grand rhétoriqueur bien connu sous le nom de Georges Châtelain, et puis depuis elle ne cesse de déployer la palette de ses recherches. Elle a travaillé notamment avec Marie Boahic-Gironès, qu'on a entendu parler hier, sur les moralités. Et elle va aujourd'hui nous parler de la farce. Alors si j'ai bien lu le programme et le projet qui est le tien, chère Estelle, ça sera dans une perspective allégorique, me semble-t-il. Voilà, et donc je te cède la parole et je te remercie beaucoup de ta venue jusqu'ici par Mons et par Vaud. Merci. Merci beaucoup, cher Stéphane. Alors merci beaucoup, et puis c'est un grand plaisir de prendre la parole ici, en ce pays de Chinon, en ce pays rabelaisien, en cette Rabelaisie, et donc on va tout simplement, à tout seigneur, tout honneur, commencer par laisser la parole à Rabelais. Et Rabelais, vous le savez, nous entraîne dans des voyages. Un de ses livres est même consacré entièrement à une épopée maritime, le quart-livre. Dans ce quart-livre, on va d'étape en étape et aussi on va de repas en repas. Et les pantagruélistes arrivent un jour chez un personnage, l'évêque Aumenat, qui leur offre un banquet. Alors dans ce banquet, on mange, bien sûr, on boit, comme nous l'avons fait et que nous allons continuer à le faire. On écoute des chansons, de la musique. On voit aussi des processions spectaculaires. Tout ça semble très festif, mais à la fin de ce banquet, un des compagnons que vous connaissez peut-être, Épistémon, un des compagnons de Pantagruel, dit qu'il doit partir du banquet. Il n'y a pas de chaise percée, de selle percée. La farce m'a débondé, dit-il, le boyau culier, donc les entrailles. Et oui, quand on mange trop de farce, c'est-à-dire à la fois d'un plat, donc trop de plats, trop de mets, mais aussi peut-être trop de spectacles, eh bien cela rend malade. Et de fait, le voyage auquel les pantagruélistes s'adonnent est aussi un voyage à travers le théâtre. Le théâtre des farces ou encore d'autres choses. Eux-mêmes voient des farces dans ce roman. Ils racontent des anecdotes où des personnages jouent des farces, par exemple des anecdotes sur François Villon, qui aurait été directeur d'une compagnie théâtrale jouant des farces. Et puis, ils vivent eux-mêmes des aventures qui pourraient s'apparenter à des canevas, à des scénarios de farce, comme leur participation à la guerre entre Carême-Prenant et les Andouilles. Et à la fin, tout à la fin de ce voyage, les héros de Rabelais vont rencontrer un personnage. Et ce personnage, vous le voyez ici, c'est Messer Gaster, Monseigneur le Ventre, le dernier prince à être rencontré par Rabelais. Et là encore, le même Épistémon nous dit que tout ce qu'il voit autour de ce personnage, et en particulier Monsieur le Ventre reçoit beaucoup de cadeaux alimentaires, on donne des choses à boire, on donne des choses à manger à Monseigneur le Ventre, et Épistémon conseille à Pantagruel, un petit peu agacé par tout cela, de rester pour voir l'issue de cette farce. Chez Rabelais, très clairement, la farce est à la fois le spectacle de théâtre, c'est aussi l'alimentation, voire peut-être la suralimentation, en tout cas deux arts, un art théâtral, un art culinaire. Et c'est intéressant de se demander pourquoi Rabelais lit-il les deux. Alors ce n'est pas le premier naturellement à voir la farce sous ces deux aspects, on en a déjà parlé et je crois Loïc va continuer à nous en parler tout à l'heure, mais farce et alimentation ont des points communs. Et en particulier, ce sont deux arts de ce qu'on pourrait appeler le donner corps. Eh bien, quand on mange, on donne corps, on prend parfois même de la chair, on prend du poids, et oui, ce sont des choses qui arrivent. Et quand on fait du spectacle, quand on fait du théâtre, les acteurs incarnent des personnages. Mais parfois, les personnages eux-mêmes incarnent quelque chose. C'est le cas en particulier
de ces personnages que l'on appelle, les allégories. Voilà, je vais revenir. Les allégories, donc, ces personnages qui personnifient des idées, des comportements, des valeurs. Monseigneur le ventre est une allégorie. Mais là, vous voyez, c'est intéressant, Monseigneur le ventre, parce que si je dis Dame Religion, vous voyez que le personnage de Dame Religion personnifie, donne corps, incarne à une valeur, une institution peut-être, la croyance religieuse et ce qui va avec, les églises, etc. Mais quand je dis Monseigneur le ventre, alors le ventre n'est pas une idée abstraite, le ventre, il est déjà en nous, il est déjà un corps. Chez Rabelais, comme dans le théâtre des farces de son temps, on donne corps à ce qui a déjà un corps. Et souvent, dans ce geste, qui est le geste de prendre de la nourriture, de manger. Pourquoi Rabelais fait-il cela ? L'histoire du quart-livre, et en particulier le personnage de Messer Gaster, a beaucoup intrigué les historiens de la littérature. Qu'est-ce que c'était que ce personnage ? Pourquoi Rabelais met-il dans son dernier épisode de ce voyage épique à travers le monde, y compris les nouveaux mondes, le ventre, le dernier personnage que l'on rencontre, et dont on ne sait pas très bien s'il est bon ou s'il est mauvais. Alors peut-être, cher public, qu'une des clés de ce petit mystère ou de cette interrogation se trouve dans le théâtre des farces que Rabelais aimait et connaissait si bien. Pour essayer de vous le montrer, je vais essayer de vous montrer que Rabelais s'inspire, ou pourrait s'être inspiré, du théâtre de son temps pour réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire de donner un corps à ce qui est déjà un corps, qu'est-ce que ça veut dire de donner un corps au ventre. Et ce faisant, il nous fait penser ce qu'est le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire manger ? Pas seulement l'acte, mais à quoi cela peut-il référer ? Manger, ça peut vouloir dire réfléchir sur un acte de domination. Manger peut être un acte politique. Et on va voir que c'est le cas de Monseigneur Gaster. Manger peut être aussi une manière de critiquer des pratiques religieuses. Or, l'époque de Rabelais est une époque, vous le savez, qui est celle aussi, qui va ensuite devenir celle des guerres de religion, mais qui est celle, en tout cas, des conflits ou des tensions confessionnelles. Et puis, enfin, quand on met le ventre en public sur la scène, est-ce qu'on est du côté de la morale ? Est-ce qu'on est du côté de l'immoral ? Est-ce qu'on est dans une constante ambiguïté ? Et je crois qu'une personne dans la salle tout à l'heure parlait de la plasticité. Plasticité de la farce, oui, plasticité aussi des nourritures, et ce sont les nourritures qui nous rassemblent aujourd'hui pour réfléchir qu'est-ce que c'est que la nourriture chez Rabelais et dans le théâtre de son temps. Alors, je voudrais d'abord revenir à ce Monseigneur le ventre que Rabelais nous met en scène dans le quart-livre. C'est un roi. Alors, mais c'est un roi paradoxal, dont le portrait est curieux. Les pantagruélistes, d'abord, le décrivent comme un roi chevaleresque, alors c'est plutôt un personnage positif. Et en particulier, il va dominer ses peuples. Mais dominer, ça peut vouloir dire aussi imposer une dictature. Et de fait, le ventre est aussi un tyran. Donc, est-il bon ? Est-il mauvais ? Difficile de le dire. Et lorsque le portrait s'approfondit, nous n'en savons pas plus, car le roi ventre, nous dit-on, est celui qui a créé les arts, donc un personnage là encore positif, mais il est aussi un destructeur, celui qui déclenche les guerres, ou celui qui empêche les lois de se réaliser. Bref, un fauteur de troubles. Comment penser ce ventre et pourquoi Rabelais fait-il de ce ventre un personnage à la fin de son texte, un personnage politique ? Alors bien sûr, Rabelais n'est pas le premier à faire du ventre un personnage politique, à faire du ventre une personnification du pouvoir politique et de ses ambiguïtés. Il cite lui-même d'ailleurs ses sources, cette source qui est celle d'une fable antique, les membres et l'estomac. Il nous dit voilà, c'est une des sources de ma petite allégorie. Il se trouve que justement, dans le théâtre du temps de Rabelais, cette allégorie a inspiré des pièces. Et j'en prends juste un exemple, une pièce aujourd'hui conservée dans un manuscrit qu'on appelle le Recueil de Rouen, qui est la plus importante anthologie théâtrale manuscrite de ce théâtre du temps de Rabelais. Et dans cette pièce, il y a 4 personnages. Et ce sont, regardez, 4 allégories. Il y a le ventre, les jambes, la tête et le cœur. Et le ventre est un roi.
Le ventre de cette pièce de théâtre, Moral joyeux du ventre, ressemble très exactement à Monseigneur le ventre dans la dernière partie du quart-livre. C'est un maître, vous le voyez ici s'exprimer, tous les membres doivent se soumettre à lui. Seulement, c'est un roi dont le pouvoir est contesté. Pourquoi ? Quel est ce pouvoir que le ventre incarne? Eh bien, le pouvoir, bien sûr, messieurs, dames, de la gourmandise, le pouvoir, en tout cas, même du matérialisme. Le ventre est un glouton, il ne pense qu'à lui, il demande sans cesse à manger, à boire, il n'a aucun intérêt pour le bien public. Bref, c'est un mauvais gouvernant. C'est un gouvernant corrompu, c'est un gouvernant égoïste. Et les autres personnages vont du coup dénoncer son pouvoir. Alors bien sûr, les jambes d'abord expliquent qu'elles ne sont pas très heureuses parce que plus le ventre mange, plus il devient lourd et plus les jambes, eh bien ma foi, c'est difficile pour eux ou pour elles de le porter. Mais il y a bien d'autres défauts de ce mauvais roi qu'est le ventre. Il est gourmand, trop gourmand. Il ne pense qu'à lui et pense à lui évidemment avec une certaine fierté, je crois le centre du monde. C'est un homme politique en fait. Bon, donc on le taxe d'orgueil et le cœur lui dit même « tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à Dieu ». Donc, non seulement tu es orgueilleux, mais en plus, tu es idolâtre, c'est-à-dire que tu ne crois pas correctement. Alors, le pauvre ventre, contesté dans cette pièce, finit par se repentir, par accepter d'écouter les autres membres et par demander à Dieu un cœur purifié. Et c'est une sorte de happy end. Le pouvoir politique représenté par le ventre est finalement accepté par tous parce que c'est un pouvoir pacifié. Et c'est peut-être ici, si l'on regarde ce texte, un des sens que pourrait développer Rabelais. Mais Rabelais, vous l'avez vu, est plus complexe que cette pièce-là. Parce qu'il nous dit « Monseigneur le ventre est l'incarnation du pouvoir politique bénéfique, mais aussi du pouvoir politique maléfique ». Et puis c'est un pouvoir politique dont on rit aussi. Il se trouve qu'à l'époque justement de Rabelais, d'autres pièces de théâtre remettent en scène la même histoire. Le ventre est un roi, mais cette fois-ci pas pour nous faire réfléchir sur ce que c'est que la domination, la bonne ou la mauvaise domination politique, celle qui écoute les autres ou bien celle qui est égoïste et qui est vers elle-même. Elle nous parle de ce que c'est peut-être que les conventions sociales, tout simplement liées au fait qu'on peut mettre ou pas mettre en scène, c'est-à-dire en public, des personnages comme le ventre. Et finalement, peut-on mettre vraiment un personnage comme le ventre sur la pièce de théâtre ou sur la scène de théâtre? Une farce allégorique encore, qui s'appelle Les 5 sens de l'homme, imprimée à peu près ou très peu de temps avant que Rabelais publie son quart-livre, nous montre d'autres personnages. Cette fois-ci, dans cette farce, il y a 6 personnages. Il y a l'homme et ses 5 sens. Alors d'accord, les 5 sens, donc la vision, l'olfaction, le toucher, etc. Mais là, regardez. Ah, c'est pas tout à fait des sens, les autres personnages. C'est les mains, les pieds. Alors les mains, les pieds, c'est pas des sens. À la limite, ça pourrait renvoyer au toucher, peut-être. Les yeux, ce qui n'est pas un sens, c'est un organe, mais ça renvoie à la vision. L'ouïe, la bouche, il n'y a pas le ventre, ici. Alors vous me direz, c'est normal, le ventre, ce n'est pas vraiment un sens, le ventre, c'est un organe, le ventre, c'est l'incarnation de l'alimentation, etc. Alors la bouche, tout de même, pourrait renvoyer, hein, il faut bien manger, donc c'est l'organe de la gustation, donc, mais il n'y a pas de ventre. Notez bien qu'il n'y a pas non plus, d'ailleurs, le nez. Alors vous me direz, oh, ben, on ne peut pas mettre tout le monde sur scène. Oui, mais alors, attendez. L'homme invite ses 5 sens à un repas. Ah. Et puis on frappe à la porte. Et voici qu'un 6e ou un 7e personnage apparaît. Il ressemble sans doute un petit peu à ça. Et il demande à entrer, car il n'a pas été invité au repas des sens. Alors, on lui dit, mais qui es-tu? Vous savez, comme c'est une personnification, lui aussi, il va falloir qu'il dise son nom. Qui es-tu? Et voilà que ce personnage inattendu avoue son nom. Alors, es-tu le dos? Non, je suis le cul. Alors, décidément, pardon, mais on parle de la même chose que tout à l'heure, Michel Galli. Et là, c'est très intéressant parce que les autres personnages sont profondément gênés. On n'a pas qu'est-ce que fait le cul sur scène? Enfin, on ne va pas mettre le cul quand même sur scène. Donc, on lui demande de se cacher. Il est très poli. Le cul est un personnage, il n'est pas très riche. Vous voyez, il est un petit peu comme ça, avec une chemise déchirée. Mais il veut ôter son chapeau. Tout le monde dit non, 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 surtout n'ôte pas son chapeau, parce que ce personnage, c'est le cul. Alors, si le cul se découvre,
littéralement sur scène, c'est un geste de politesse, mais le système allégorique fait que le geste renvoie par analogie à autre chose. Si le cul se découvre, eh bien c'est on va voir des fesses, en fait, sur la scène. Alors, on chasse le cul. Et puis, à la fin du banquet, évidemment, quelques troubles digestifs s'imposent et font que ce cul était peut-être bien utile. Et voici qu'il revient, et c'est lui qui impose sa domination, et une domination politique, sur les autres membres, en disant « c'est moi qui suis le prince. Vous avez besoin de moi, en quelque sorte, pour vous en sortir. » Alors vous voyez qu'on est ici dans une toute autre gamme, c'est pour vous montrer l'immense gamme, l'immense éventail des farces à l'époque de Rabelais. Ici, ce personnage, ici, c'est cette farce, ne réfléchit pas, comme dans le quart-livre, sur le ventre est un des symboles possibles d'une domination de ceux qui pourraient être corrompus, égoïstes, etc. Mais le ventre fait signe vers les conventions sociales. Qu'a-t-on le droit de montrer en public? Qu'a-t-on le droit de montrer au théâtre? Peut-on montrer son ventre? Peut-on montrer tous ces organes de la digestion, y compris les organes qui servent à la défécation? Autrement dit, ici, cette farce, à travers le même personnage que celui qu'exploite Rabelais, réfléchit sur le fonctionnement des conventions sociales et des conventions théâtrales. Lorsque les amis de Pantagruel, dans le quart-livre, voient Monseigneur le ventre, ils sont étonnés, car ce n'est pas seulement un roi. Le ventre est aussi un dieu dans cet étrange royaume de Messire Gaster, un dieu accompagné de serviteurs, trop officieux, ou par trop officieux, dit le texte rabelaisien. Ils portent de drôles de noms, ces serviteurs. Ce sont les angastrimites, ceux qui parlent du ventre. Rabelais adore les mots grecs qui apparemment sont très, 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 très compliqués, puis en fait qui parlent de choses terriblement triviales. Donc ce sont des gens qui parlent du ventre, peut-être parce que ça gargouille, peut-être parce que ce sont des ventriloques. Ils incarnent ici l'usage de la mauvaise parole religieuse. Et puis il y a, et c'est eux qui vont m'intéresser, les gastrolâtres. Ce sont d'autres serviteurs de Monseigneur le ventre, ce sont les croyants du ventre. Curieux personnage que vous voyez ici caricaturé par des artistes du début du XXe siècle. La manière dont Rabelais, ou plutôt le narrateur du quart-livre, nous présente ces croyants dans Messire le ventre, d'abord nous fait comprendre qu'il s'agit d'acteurs de théâtre. Semble-t-il, c'est ce qu'on a, on croit le voir. On nous dit que ce sont des personnages déguisés, sont des personnages qui sont ridicules, qui se baladent en procession spectaculaire et qui se comportent comme au carnaval. Et il y a eu cette analogie avec le carnaval ici à Lyon. Puis si on regarde un petit peu les costumes de ces serviteurs, de ces croyants de Messire le ventre, eh bien, il y en a, alors ils vont par troupes et par bandes, joyeux, mignards, douillet aucun, autres tristes, graves, sévères, rechignés, tous oxieux, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, si vous voulez, hein. Il s'est expliqué ensuite, rien ne faisant, point ne travaillant, poids et charge inutiles de la terre. Donc, certains sont tristes, certains sont gais, mais en tout cas, ils font rien du tout et ils servent à rien. Qui sont ces serviteurs du ventre? Vous voyez que ces personnages sont, là encore, des incarnations d'autre chose. Le ventre nous sert à penser à autre chose, pas seulement à l'alimentation. Et c'est à peu près certain que Rabelais ici fait une allusion, soit aux moines, soit aux ecclésiastiques catholiques. Ce qui n'est pas, évidemment, une trouvaille de sa part. En effet, 20 ans, ou à peu près, dans les années 1527, une farce met en scène exactement les personnages que Rabelais ensuite reprendra. Cette fois-ci, ils ne s'appellent pas les gastrolâtres, ceux qui adorent le ventre, mais les théologastres, les théologiens du ventre. C'est à peu près la même chose. Cette farce est jouée à Paris pour défendre Louis de Berquin, premier traducteur français de Luther. Et elle met en scène les personnes qui sont des adversaires de Luther, ce sont les théologiens de la Sorbonne, qui vont être caricaturés comme des gens qui adorent le ventre, comme le fera plus tard Rabelais. Et puis, il y a ceux qui vont aider, en quelque sorte, qui sont les adversaires, c'est-à-dire qui sont pour Luther, si vous voulez, ou qui sont les victimes de ces théologiens du ventre. Que se passe-t-il
dans cette pièce, une femme apparaît sur la scène. Elle est très mal en point. En fait, pour tout dire, elle a diarrhée. Et ça ne va pas du tout. Alors d'abord, elle est toute maigre, elle est toute maigrie, évidemment, parce qu'elle a tout perdu, bon, etc. Donc, elle a diarrhée, la colique. Et les théologastres arrivent et lui disent, mais alors, madame, d'où vous vient ce dépôt de santé? Comment ça se passe? Pourquoi vous n'avez plus la santé? Et la dame, qui s'appelle en fait foi, la croyance religieuse, dit, en fait, c'est parce que j'ai une colique qui me vient de la passion sophistique. Qu'est-ce que c'est que cette passion sophistique? Eh bien, c'est cette passion des catholiques, et en particulier des théologiens catholiques dénoncés par cette pièce, pour une sorte de ce qu'on pourrait appeler une suralimentation religieuse. Que font ces théologiens? Alors, ce n'est pas qu'ils soient gourmands et qu'ils mangent plein de choses, mais c'est qu'ils se gavent littéralement de gloses, de commentaires, de messes, de rituels. Alors, ils se gavent comme ça, Et puis la pauvre foi, elle, ça lui fait mal au ventre, tout ça. Et résultat, elle tombe malade. Donc, c'est ce que, ici, vous voyez, le point, si vous voulez, d'où vient l'épidémie, eh bien, voilà, c'est la Sorbonne qui se suralimente, en quelque sorte, trop, en gloses, textes, etc. Alors, il faut la purger. On va aller chercher un médecin, qu'on appelle le Mercure d'Allemagne. C'est un personnage qui est le traducteur de Luther, qui va aider Foix à sortir de cette maladie. Avoir mal au ventre, à l'époque de Rabelais, peut tout à fait vouloir dire prendre position dans les querelles religieuses, et en particulier prendre position du côté de la purgation de la religion que proposent les évangéliques, d'une part, et puis ensuite les protestants. Alors c'est bien ce que Rabelais, sans doute, cherche à nous dire par Monsieur le Ventre. Monsieur le Ventre est une des incarnations, non pas seulement de l'alimentation, non pas seulement des dominations politiques, mais aussi d'une prise de position polémique à l'égard de la religion. Bien sûr, Rabelais, là encore, n'est pas le seul. Avant lui, il y a les théologastres, et puis après lui, il y a toutes ces farces, alors qui, à ce moment-là, parce qu'on est dans les années 1560, se mettent à s'appeler des comédies, mais toutes ces farces polémiques dont l'un des épicentres est Genève, dont un autre épicentre était dans les années 1530, Neuchâtel, autrement dit, tout ce théâtre protestant militant qui se diffuse sous l'influence de Calvin. Car contrairement à ce que parfois on peut croire, les calvinistes ne sont nullement, dans ces années qui sont celles de Rabelais, hostiles au théâtre. Ils sont très favorables à partir du moment où c'est un théâtre qui prend leur parti, naturellement. Bon. Et ici, vous voyez dans une pièce qui suivra, le quart-livre, eh bien, une deuxième accusation polémique que le ventre mis en scène permet d'incarner. Les catholiques mangent trop de commentaires, et donc ils deviennent tout gros, et puis la foi, elle tombe malade. Bon. Mais que mangent-ils aussi? Pendant la messe, les catholiques mangent l'hostie. Bon. Mais ils croient que dans cette hostie, la chair de Dieu est présente. Ce que les protestants ne croient pas. Les protestants pensent que c'est symbolique, alors que les catholiques croient en la présence réelle. Si vous mangez de la chair, du Christ, certes, mais donc d'un homme, ça signifie que vous êtes cannibale. Non seulement péché, mais péché contre nature, absolument. Et le théâtre farcesque et polémique protestant va recycler à l'envi ces scènes de cannibalisme catholique où le ventre des catholiques s'emplit de chair horrible qu'ils revomissent, oui parce que c'est un petit peu difficile comme théâtre, je vous préviens, donc qui revomissent sur scène. On s'est demandé tout à l'heure comment les spectateurs pouvaient réagir à ces farces du dégoût qui ont clairement un but, de choquer, si vous voulez. Eh bien, on a des témoignages de spectateurs. Pas beaucoup, certes, mais prenons un témoignage. Un jeune homme de 13 ans qui, dans les années en 1562, fait ses études à Grenoble, raconte qu'il a assisté à la représentation de cette pièce, la comédie du pape malade, qui montre un vomissement, comme ça, cannibale, si vous voulez, sur scène. C'est le pape qui vomit, comme ça, hostie et autre chose sur scène. Et ce jeune homme, vous voyez ici la petite citation, raconte ce qu'il a vu sur la scène. Il se rappelle que c'était religion, c'est pas religion, c'est le pape, mais peu importe, c'est aussi ça, les souvenirs, qui se promène, qui est malade, elle vomit, et il trouve ça dégoûtant. Et il dit, c'est à partir de ce spectacle que
les premiers sentiments de la religion réformée sont entrés en moi. C'est à partir de ce spectacle que j'ai commencé à me convertir au protestantisme. Alors c'est très intéressant. C'est très intéressant pour mesurer le choc, alors vous me direz sur un adolescent certes, mais enfin le choc que pouvaient avoir ces spectacles dont la scénographie est farcesque, elles nous font rire, ces spectacles. Mais on a parlé de cruauté tout à l'heure, c'est aussi des spectacles du dégoût. Hein. Et c'est aussi plus intéressant que ce jeune adolescent connaît son nom. Et il s'appelle Sauffret de Calignon. Et quand il sera plus grand, il sera le chancelier d'Henri IV et le concepteur de l'édit de Nantes qui, en 1598, donnera aux protestants la possibilité de pratiquer le protestantisme dans le royaume de France. Vous voyez comme quoi une farce, même dégoûtante, peut avoir des conséquences inattendues. Alors Rabelais, évidemment, est au cœur de tout cela. Le ventre n'est pas, chez Rabelais, seulement le joyeux médium de l'alimentation. Mais revenons, et je finis là-dessus, encore à ce quart-livre. Car tout l'épisode dure 6 chapitres. Donc Rabelais insiste sur le ventre. Regardons ce messire ventre. Il est l'incarnation de domination politique et nous invite à penser ce qu'est le politique. Il est un médium polémique pour nous inviter à penser ce qu'est la religion. Religion catholique, religion protestante, avec des prises de position polémiques de Rabelais. Mais tout simplement, le ventre, qu'est-ce qu'il fait dans ces épisodes rabelaisiens ? Eh bien, il mange. Il mange, mais alors il mange beaucoup. Et on lui propose des listes de 300 plats. Vous savez, ces listes rabelaisiennes absolument extraordinaires. 300 plats dont Nicolas Lecadet, qui vous parlera demain, a très bien montré qu'il s'agissait de 300 plats organisés en 2 menus. Un menu gras et un menu maigre. Ce ventre mange chez Rabelais. Et qu'est-ce qu'il incarne alors ? La suralimentation, oui peut-être, ou peut-être autre chose. Ces plats, Rabelais a pu les trouver dans les livres diététiques, qui étaient un must en quelque sorte en son temps, et que d'ailleurs lui-même a pu éditer quand il travaillait à l'atelier de Griffe à Lyon. Et ces livres de diététique, parfois, incluent des pièces de théâtre allégoriques, des pièces de théâtre qui ont tout de farce, comme la condamnation de Banquet. Alors c'est une moralité, mais vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de choses farcesques dans cette condamnation. Dans cette pièce, on trouve des gens qui mangent. C'est une pièce qui met en scène des gens qui mangent avec des plats, comme ça. Alors vous voyez que le cuisinier fait des listes de plats, un petit peu comme ça, la même manière que Rabelais. La pièce met en scène alors c'est une longue pièce, donc il y a des groupes de personnages assez importants, tous allégoriques. Un premier groupe, vous voyez ici, c'est le groupe des mangeurs. Alors le personnage de Bonne Compagnie, qui est une amie de gourmandise, invite ses amis à faire un repas. Ses amis viennent, il s'agit de « je bois à vous, j'en fais autant ». C'est les noms des personnages. Il y en a un qui s'appelle « je bois à vous », l'autre « j'en fais autant », etc. Et puis, ils vont être invités par un trio, dîner, souper et banquet, qui vont leur proposer de faire une belle soirée festive. Bon. Ce que les banqueteurs ne savent pas, c'est que souper et banquet sont en lien avec un gang de malfaiteurs qu'on appelle les maladies. Vous voyez les mines patibulaires qui sont ici représentées, colique, apoplexie, hydropisie, etc. Les maladies attendent en réalité les banqueteurs au tournant. Une fois qu'ils ont bien mangé et qu'ils sont un petit peu endormis, les maladies attaquent et là c'est le massacre. On passe d'un banquet joyeux à une véritable scène d'assassinat en scène. Vous voyez ici Fièvre qui égorge un des personnages. Les survivants demandent une enquête policière. Ce qui est merveilleux dans cette pièce, c'est que c'est une pièce sur l'alimentation qui prend les allures d'une enquête policière. Ils vont aller voir la juge Expérience, et Expérience va dépêcher le capitaine Diette et ses policiers, alors son équipe, remèdes, secours, pilules, etc., qui vont arrêter les maladies, qui vont arrêter aussi, bien sûr, souper et banquet, et il va y avoir procès. Ici, c'est la mise en scène de cette pièce que j'avais montée avec des étudiants au château de Chillon, près de Montreux, avant la pandémie. Et banquet et souper seront condamnés. Dans cette pièce que Rabelais connaissait peut-être, alors pourquoi Rabelais l'aurait-il connue ? Parce que c'est une des pièces les plus célèbres du début du XVIe siècle. C'est une pièce tragique, si l'on veut, puisqu'elle se finit par la mise à mort de Banquet, mais vous l'avez compris, Banquet est un affreux personnage, donc c'est plutôt un happy end. Et c'est une pièce sur qu'est-ce que ça veut dire que
l'alimentation, et même la suralimentation. Elle était si célèbre qu'on en a fait des cycles de tapisserie pour mettre dans les maisons, mais aussi des vitraux pour mettre également dans les demeures bourgeoises. C'était ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est un vitrail que nous avons gardé des années 1530. Et quand on regarde cette pièce, et quand on la joue encore aujourd'hui, on est frappé par quelque chose qui est très rabelaisien, l'ambivalence du manger. La condamnation, comme le quart-livre avec son Monseigneur le ventre, est-ce que nous sommes séduits par ces personnages qui incarnent le ventre, qui incarnent l'alimentation, qui incarnent le manger? Est-ce que nous sommes dégoûtés par eux? La cuisine que Rabelais nous montre est-elle une cuisine raffinée? Oui, dans les 300 plats pour Monseigneur le ventre, pour Messire Gaster, c'est une cuisine assez raffinée. Ou est-ce que c'est la grande bouffe, pour parler comme Marco Ferreri dans son film de 1973? Est-ce que nous sommes d'un côté d'un texte rabelaisien et d'un théâtre de son temps moral? Il ne faut pas trop manger, il faut privilégier la sobriété et la tempérance, c'est pas très rabelaisien tout ça. Ou bien est-ce que nous sommes du côté de l'amoralisme, y compris dans cette pièce apparemment bien plus morale que le texte de Rabelais? Eh bien, on pourrait le croire parce que le fou, on a parlé tout à l'heure, Michel Galli a parlé tout à l'heure des personnages de fous, eh bien il y a un fou qui ajoute de la farce dans cette pièce, et à la fin le fou vient, c'est lui qui dit les derniers mots, et il dit finalement, vous croyez que Banquet est mort, mais non, il n'est pas mort, il peut revenir. Banquet peut toujours ressusciter. Le ventre peut toujours revenir parce que, voilà, il est au fond un principe fondamental. Pièce, je le disais tout à l'heure, immensément célèbre au point qu'à l'époque de Rabelais et après, on a recyclé la condamnation de Banquet dans de très nombreuses traductions. Ici, je vous donne un exemple que j'aime bien non seulement parce qu'il est suisse, mais aussi parce que son auteur, Cizat, était, comme Rabelais, un homme de médecine, c'était un pharmacien. C'était un historien, c'était un homme de théâtre. Cizat a beaucoup à voir avec Rabelais. Cizat lit Rabelais. Cizat est un des lecteurs et traducteurs. Il a acheté du Rabelais pendant ses voyages en France. Il a aussi acheté la condamnation de Banquet. Et il met en scène à Lucerne, en 1593, une condamnation de Banquet. C'est sous la forme d'une comédie baroque de carnaval. Mais la condamnation de Banquet, comme le texte rabelaisien, continuera à inspirer les artistes. Et ici, vous voyez une représentation de la condamnation de Banquet dans la première saison de l'atelier de Charles Dulin à Paris. En 1922, la mise en scène était du jeune Antonin Artaud, qui jouait Apoplexie. Très intéressant. Et encore, et je finirai sur cela, une condamnation de Banquet par des lecteurs de Rabelais en 1943. Avril 1943, Alain Resnais joue le rôle de Soupé. Il est au centre, ici. Nous sommes à la Cité universitaire de Paris. Pourquoi jouer une pièce sur l'alimentation du XVIe siècle en 1943 par ces jeunes gens qui sont par ailleurs des amateurs du quart-livre, des amateurs de Rabelais? Nous sommes sous le régime de Vichy. Nous sommes aussi au moment du marché noir qui explose en avril 1943. Et on voit ces gens qui mangent en scène. Ce sont des allégories de la suralimentation. Les journaux de l'époque soulignent l'ambivalence de la pièce, la compréhension et les débats qu'elle a suscités dans le public. S'agissait-il d'une pièce appelant à la population parisienne à la sobriété, dans la ligne de la régénération morale de l'État de Vichy? Arrêtez de manger, on mange trop dans cette France de 1943. En même temps, on n'a rien à manger. Ou bien, est-ce que c'est une pièce qui disait « le marché noir explose, mangeons, mais mangeons de manière, voilà, on va trouver... » Ou est-ce que c'était juste une sorte de spectacle fantasmatique, on n'avait rien à manger, puis on venait voir ce théâtre qui nous montrait cette abondance d'autrefois, cette abondance du XVIe siècle? Les spectateurs de 1943 n'ont pas trouvé la solution. Mais peut-être n'y en avait-il pas. Peut-être que ce que Rabelais a compris, et c'est peut-être pour ça qu'il nous parle si longuement de Monseigneur le ventre à la fin du quart-livre de 1552, c'est que la farce, au sens de spectacle, et il connaissait très bien, vous l'avez vu, les spectacles de son époque, j'ai essayé de vous montrer qu'on pourrait expliquer Rabelais par l'inspiration de pièces de son époque, mais au-delà de ça, farce spectacle, farce alimentation, Rabelais avait compris qu'il y a toujours une ambivalence, à la fois comique et morale, à mettre en public, pourquoi pas, à mettre en scène, cette chose qui nous rassemble et qui en même temps nous met parfois mal à l'aise, qui est
qui sont les fonctions digestives, qui sont ces fonctions fondamentales de l'alimentation, de la boisson aussi. Alors j'espère ne pas vous avoir trop mis mal à l'aise et je vais lever mon verre désormais au public et aussi à cette inspiration rabelaisienne en vous disant bien sûr, comme la condamnation de Banquet, sobriété, mais aussi, eh bien, ma foi, profitons et amusons-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Estelle, de cette magnifique conférence, à la fois savante et vivante, comme tu sais le faire, et qui se termine sur un verre de Chinon. C'était pas demandé, mais tu le fais très bien, c'est fabuleux. Bon, j'imagine qu'il y aura des questions. Je passe la parole à qui lève la main. Oui ? Allez, tenez, voici le micro. Effectivement, merci pour cette conférence brillantissime. En poussant un petit peu plus loin votre allégorie, est-ce que vous pourriez être intéressé, vous qui êtes une femme de spectacle, par l'idée que Avignon est devenu le ventre du théâtre français qui bouffe tous les ans 1200 spectacles en 3 semaines? Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'allégorie du ventre a cette plasticité, on en parlait tout à l'heure, qui évoque la dévoration. Et donc on peut, pourquoi pas, c'est là une prise de position politique, mais on pourrait le faire, hein, tout à fait. Et on pourrait imaginer, et vous voyez que Rabelais nous a invités à le faire en mettant ce Monseigneur Ventre dévorateur à la fin de son livre. Et puis c'est un dévorateur à la fois sympathique et terriblement angoissant, terriblement dangereux. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'allégorie est une forme profondément polémique parce qu'elle nous invite à imaginer qu'on parle d'autre chose. Alors imaginons un ventre sur scène qui est en train, mettons, d'être gavé de contrats d'intermittence du spectacle, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, voilà, on comprend, enfin, le public qui serait dans la confidence, en quelque sorte, comprendrait que ce ventre peut incarner des festivals, disons, voilà, ou incarner ceci ou cela, ou incarner un système politique, ou incarner un système de financement. Et on serait à ce moment-là dans une farce, mais on serait dans une farce polémique, on serait dans une farce engagée, militante. Ce qui est, et c'était aussi un des propos pour moi, une des dimensions de la farce à l'époque de Rabelais. Et je crois que ce n'est peut-être pas celle qui a le moins intéressé Rabelais, qui était aussi un auteur engagé, comme vous le savez. D'autres questions ? Oui, le monsieur devant. Sous la monarchie de Juillet, le parti dominant, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, était surnommé le ventre. Est-ce qu'il y a une filiation possible de cette résurgence de ce terme-là ? Alors merci, c'est une très bonne question et je pense tout à fait judicieuse. Donc effectivement, la métaphore du ventre a été très précocement associée aux politiques. Et quand je dis précocement, je ne renvoie pas seulement à Rabelais, mais vous avez vu qu'il s'inspire, il le dit explicitement, des fables antiques. D'accord ? Donc par conséquent, dans les systèmes politiques modernes, l'idée du ventre, plutôt comme ventre mou aussi parfois, ou bien renvoyant à ça dépend qui emploie cette métaphore. Mais c'est une métaphore qui a été utilisée pendant la monarchie de Juillet, mais qu'on a aussi retrouvée parfois pendant la Troisième République. Et quand, disons, en 1793, on parle aussi de ce qu'on appelle par ailleurs le Marais, c'est-à-dire cette partie qui se trouve entre la montagne et la Gironde, si vous voulez, donc ces parties un petit peu du centre. On trouve parfois dans les journaux le terme de ventre pour les désigner, d'accord ? Donc oui, je pense qu'il y a une filiation. J'imagine, mais pourquoi pas, que ce n'est pas une filiation obligatoirement directe entre les parlementaires de l'époque de Louis-Philippe et puis l'époque de Rabelais. Mais en tout cas,
même s'il n'y a pas de filiation directe, même s'il n'y a pas d'inspiration explicite, il est clair qu'il y a, depuis l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge, la Renaissance et jusqu'à l'âge moderne, cette assimilation de la politique et de l'alimentation. Et donc parler d'un parti comme d'un ventre peut soit souligner son caractère central dans un système politique, et là vous avez une interprétation positive de ce terme, soit souligner le fait qu'il se gave, donc sa corruption par exemple, donc son matérialisme. Et je pense, mais je parle sous votre contrôle, vous en savez sans doute plus que moi, je pense que là, dans ce cas précis que vous évoquez, parce que c'est l'image en tout cas qu'on a et que de nombreux journaux d'opposition donnaient du régime parlementaire sous Louis-Philippe, j'ai l'impression que le ventre, c'est ce côté matérialiste petit bourgeois qu'on a souvent reproché à ce régime. D'accord, et que, même chez quelqu'un comme Thiers, Thiers qui en est d'ailleurs une des incarnations, mais Thiers dénonce aussi ça avant, bien sûr, 1848. Donc, je pense que oui, on peut tout à fait... Et il y aurait sans doute une filiation jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Je n'ai pas d'anecdote de l'Assemblée nationale actuellement sur ce point, mais c'est tout à fait possible. Oui, c'est les Auxieux, voilà, tout à fait. Ah, le gras. Mais songez à Zola, Voilà, les gras et les maigres. Alors, Zola est un très fin observateur des réalités politiques du XIXe siècle, et même s'il place les Rougon-Macquart, bien sûr, sous le Second Empire, mais c'est clair que les gras, qui représentent la bourgeoisie, et les maigres, sont une métaphore politique que Zola emprunte à, je dirais, un imaginaire nutritionnel de la politique au XIXe siècle, extrêmement fort pendant tout le XIXe siècle. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins fort aujourd'hui, peut-être parce que nous sommes dans des époques où la diététique est une valeur plus, je ne sais pas, plus importante, mais le fait est que Zola est un très bel observatoire de ces métaphores du gras et du maigre en politique. Ouais. D'un autre aspect, Bruegel et la revanche. Tout à fait. Oui, absolument. Tout à fait. Oui, exactement. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, parce que on parle de textes littéraires, on parle de textes théâtraux. Il ne faut pas oublier les arts visuels, les arts picturaux, que Rabelais connaissait également très bien. Et vous citez Bruegel, donc effectivement, Bruegel qu'on a souvent associé d'ailleurs à la farce, même si ce n'est pas la farce française de la première moitié du XVIe siècle, mais ce qui se passe aux Pays-Bas est souvent un petit peu plus tard. Mais vous savez que Bruegel représente très souvent des kermesses de village dans lesquelles on voit des joueurs de farce qui jouent, et il représente ça à côté d'incarnations allégoriques, en général, du carnaval et du carême, de la diète, parfois forcée, et de la suralimentation. Donc Rabelais circule dans une culture globale extrêmement complexe et surtout multimédiatique, où toutes ces réflexions sur qu'est-ce que c'est que le ventre, pourquoi on l'allégorise, quels sont les discours qui se cristallisent, éventuellement critiques, qui se cristallisent à travers lui. Et c'est vraiment une culture dans laquelle il est vraiment englobé et dont il donne cette extraordinaire représentation qui est le Messire-ventre mystérieux de la fin du quart-livre. On n'a pas fini de chercher ce que veut dire ce Monsieur-ventre à la fin du quart-livre. Tout à fait. Monsieur, oui. Excusez-moi. Bon, je voulais dire d'abord que j'avais beaucoup apprécié votre intervention. Il y a cependant quelque chose qui me choque un petit peu, c'est l'usage que vous faites du concept d'allégorie. Est-ce que toute représentation est une allégorie? Et s'il y a vraiment allégorie dans le cas de Gaster, est-ce que ce n'est pas plutôt une allégorie de la royauté réduite à un seul attribut? Puisque vous savez que l'allégorie représente une idée abstraite sous des traits généralement humains et entourée d'attributs qui permettent de l'identifier. Alors là, pour le coup, je marcherais assez, je dirais oui, il s'agit d'une allégorie du pouvoir réduite à un seul attribut qui est le ventre. Et évidemment, le reproche que l'on fait au pouvoir est d'extraire la substance de ces sujets pour s'en nourrir et s'en nourrir au-delà des besoins qu'elle éprouve.
Voilà, je voudrais que vous me disiez, de même qu'il faudrait peut-être aborder une autre question, c'est l'histoire de carême prenant, les représentations des combats entre carême et carnaval. S'agit-il pour autant de farce? Ne s'agit-il pas d'une représentation tout à fait traditionnelle? Mais revenons à l'allégorie, s'il vous plaît. Peut-être que je commets une erreur. Alors, premier point. Quand je parle d'allégorie ici, vous l'avez compris, je parle de personnification allégorique. Une personnification allégorique est le fait de donner un corps au théâtre, un corps d'acteurs et un corps de personnages à ce qui est supposément abstrait. Une idée, des valeurs, un système de comportement, etc. Sont des personnifications allégoriques, chrétienté, religion, espoir, royauté, marchandises, chevalerie, clergé, etc., etc. D'accord ? Ce qui caractérise le théâtre du temps de Rabelais, c'est l'extraordinaire popularité de ce qu'on appelle le théâtre allégorique. C'est le théâtre qui met en scène ce type de personnification. Avec ceci d'intéressant que ces personnifications ne renvoient pas forcément à une seule signification. D'accord ? C'est-à-dire que, prenons le personnage de marchandise, qui est très fréquent dans les pièces, dans les farces allégoriques de l'époque de Rabelais. Marchandise représente a priori la classe sociale des commerçants. Mais elle peut aussi représenter le système économique, par opposition au système religieux et au système politique, par exemple. Mais elle peut aussi représenter éventuellement la caste des banquiers, etc., etc. Autrement dit, la force de la personnification allégorique est de sembler renvoyer à un seul sens, par exemple ce que vous disiez à l'instant, le ventre c'est la royauté, puis ce n'est que ça, mais la force de la personnification allégorique c'est que ce n'est pas que ça. Ça peut renvoyer aussi à autre chose. Et là, on le voit très bien pour Rabelais. Alors Rabelais, il nous propose, et avec les farces de son temps, il est complètement dans la même lignée, il nous propose deux choses drôles et intrigantes. Première chose, les personnifications allégoriques du ventre n'est pas une incarnation d'une idée abstraite. Le ventre n'est pas une idée abstraite. Le ventre n'est pas religion. Le ventre n'est pas, je ne sais pas, l'espoir, etc. Donc, ça veut dire qu'on donne corps à quelque chose qui est en fait un corps. Et vous avez vu qu'à l'époque de Rabelais, il y a des personnifications allégoriques au théâtre qui s'appellent les mains, les pieds, pilules, santé, etc. Et ça, c'est quelque chose, bon, c'est délicieux, et c'est quelque chose qui ça va pas bien, vous voyez. Alors ça nous fait rire et puis ça nous intrigue. Pourquoi ça doit nous intriguer ? Ça doit nous intriguer parce que ces personnages, à partir de là, vont nous demander de nous interroger sur leur référentialité. Est-ce que Gaster, c'est juste le roi ? Ben oui, bien sûr, c'est le roi. Mais alors pourquoi a-t-il des serviteurs qui le prennent pour un dieu ? Et alors, c'est pas seulement un roi, c'est aussi un dieu. Et puis, j'ai essayé de vous montrer que si on tire ce fil-là, que Gaster, ça représente la religion, et pas seulement le système politique, par exemple, de la royauté, alors on entre dans toutes les polémiques entre les catholiques et les protestants. Et Rabelais les connaît très bien, ces polémiques. Et Rabelais prend position dans ces polémiques. Et encore, on pourrait dire Gaster n'est qu'un ventre. Mais alors, est-ce qu'il représente juste peut-être l'alimentation ? Mais du bon côté ou du mauvais côté ? Et là encore, il n'y a pas de réponse dans le texte de Rabelais, comme il n'y a pas de réponse dans le théâtre de son temps. Donc vous voyez, c'est ça la personnification allégorique, et c'est à mon avis c'est-à-dire c'est la complexité, là où nous croyons aujourd'hui qu'il s'agit de la simplicité. C'est l'ambivalence et la plurivocité, la multiplication des sciences, si vous voulez, là où nous croyons aujourd'hui que c'est l'univoque. Ben non, c'est tout le contraire. Et Rabelais est, me semble-t-il, un excellent révélateur de cet art théâtral de son temps et aussi de ce qu'il en fait, lui, il n'est pas le seul, bien sûr, mais dans ses romans de manière absolument magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Nous allons passer maintenant des idées abstraites aux réalités concrètes en allant de l'autre côté de la salle. Merci.